Messieurs, dames, charmantes demoiselles, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Analyse qui risque d'être bouillante, qui risque d'être chaude, incandescente. Non, mais je rigole, on va essayer d'être le plus calme possible, le plus lucide possible pour analyser pertinemment ce match. Mais je ne vous promets absolument rien. Il peut y arriver que je m'enflamme à un moment ou à un autre du débrief. J'espère que vous serez assez clément. Non, mais pour être plus sérieux, c'était une débâcle, un naufrage, une déroute qui était finalement prévisible parce que on avait deux équipes avec deux dynamiques différentes, avec deux états de forme assez différents. Une équipe du Bayern qui était vraiment une foot de guerre, qui était impitoyable, intraitable sur d'elle-même, sur de ses forces, et finalement une équipe du FC Barcelone qui était assez fébrile, qui avait plein de doutes et peu de certitude. C'était un bateau qui tanguait. Le Bayern l'a coulé, l'a enfoncé. Et c'est vraiment un naufrage qui est historique, une humiliation qui est historique et assez douloureuse, je pense. C'est un Bayern qui a atteint sa vitesse de croisière et qui a véritablement fait qu'une seule bouchée de FC Barcelone. On va essayer d'analyser ce match très lucidement. D'abord, c'est un match qui a commencé sous les chapeaux de roue avec une sorte de jeu de transition où les deux équipes se rendaient coup pour coup, une sorte de jeu de ping-pong où on se renvoyait les assauts à tour de rôle. Et dans cet exercice-là, souvent c'est le plus vulnérable qui se casse la tête le premier et qui se casse la tête le plus souvent. Autant on avait une équipe du FC Barcelone qui dans le dos des défenseurs était très fébrile, autant dans le dos des défenseurs bavarois aussi, il y avait quelque chose à faire. Mais comme le Bayern avait beaucoup plus de certitude, beaucoup plus de mordants occupés, avait une meilleure occupation finalement de l'espace, c'est eux qui sortent vainqueurs de ce jeu de ping-pong là. Et sincèrement, ça a été une vraie bousserie, on va oser le dire, un massacre, un cataclysme du côté du FC Barcelone. D'abord, je pense que la bataille de la possession a été assez déterminante et c'est ce qui explique en premier la déroute du FC Barcelone parce qu'avant le match, il y avait Quique Sétienne qui nous a sorti ses poncifs habituels où il disait que la clé du match c'est la possession du ballon et que l'équipe qui avait le ballon allait gagner le match. Il avait pas forcément tort. Il nous a dit que valait mieux défendre avec le ballon que sans le ballon. Il n'avait pas particulièrement tort. Mais quand on regarde sa compo de départ, on se dit clairement que les intentions ne traduisaient pas forcément et ne rejoignaient pas forcément ces déclarations. On a vu un 4-4-2 avec Sergio Roberto et Vidal sur les ailes, ça induisait deux choses, une frilosité qui a été assez criante et finalement un aveu d'impuissance parce qu'il s'est dit que c'était le Bayern en face et que quoi qu'il fasse, il n'aurait pas la possession du ballon, donc il s'est un peu renié. Et frilosité parce qu'il n'a pas eu le courage pour mettre Ricky Puig dans l'entrejeu. Ricky Puig serait vraiment la caution technique dans ce milieu de terrain du FC Barcelone. Quand on a regardé les derniers matchs du FC Barcelone, on se disait que le premier jour à cocher sur la feuille de match, à part Léo Messi, c'était vraiment Ricky parce que c'était lui qui apportait beaucoup de dynamisme, beaucoup de mobilité, qui apportait qui faisait beaucoup de décalage, finalement prenait le jeu à son compte et qui parlait par ses renversements, par ses passes qui cassent des lignes, arrivait à garantir une certaine possession, une certaine continuité dans le jeu du FC Barcelone. Pas de Ansu Fati, qui est véritablement le seul ailier de cette équipe et qui t'apporte percussion et profondeur et occupation parfaite de la largeur. On va me dire que c'était un match de Ligue des Champions, un quart de finale de Ligue des Champions et que les mecs, ils n'ont pas l'âge requise pour être éligibles pour jouer un match de Ligue des Champions à un tel enjeu. Mais bordel, Cacré, il a quel âge?
il a fait un masterclass face à Juventus à 19 ans. Foden, il a quel âge? Il a 19 ans, masterclass face au Real Madrid. Léo Messi, quand il débute sa carrière au FC Barcelone et qu'il pisse sur toutes les équipes européennes, il avait quel âge? Pedro, quand il débute avec Guardiola, il avait quel âge? Busquets, il avait quel âge? Donc aujourd'hui, l'argument de l'âge, il est claqué, il est tout simplement archi pas valable. Et voilà, du coup, on a une équipe qui a perdu la possession avec une équipe bavaroise qui était particulièrement saignante et mordante, qui a vraiment asphyxié avec une pression très haute et très irrespirable. Ils ont eu un marquage serré, très rigoureux et finalement très véhément. Ils ont bloqué toutes les options de passe du FC Barcelone. On pouvait, du côté de Ter Stegen, il n'y avait ni la possibilité de jouer court pour ressortir proprement, ni la possibilité d'allonger pour éventuellement pour éventuellement toucher. Il y avait le stockage de mon téléphone qui m'avait complètement lâché. Il y a des soirées comme ça où rien ne marche, rien ne va. Je disais qu'on a vu un Ter Stegen qui était finalement assez emprunté avec le ballon comme on l'a rarement vu. Et quand vous avez un Ter Stegen qui n'arrive pas à trouver des solutions, que ce soit dans le jeu court ou dans le jeu long, c'est que franchement, tu as une équipe qui est dans la merde. On a vu Busquets perdre des ballons dans des zones très dangereuses, Sergio Roberto aussi perdre des ballons dans des zones très dangereuses. Finalement, tous les joueurs qui étaient dans les premiers mètres ont été bousculés, harcelés, ont un peu perdu leurs moyens, n'ont pas su résister formidablement bien à la pression des Bavaroises. Non, mais on a vu un Bayern qui a eu une utilisation du ballon qui a été remarquable. C'était vraiment un jeu léché, une possession qui était qualitative, qui était assassine, verticale, beaucoup de variété. On allait de gauche à droite et puis on basculait vers le centre. Il y a énormément de mouvements, beaucoup de mobilité, du dynamisme. On a vu un Thiago Alcantara qui a été particulièrement extraordinaire, éblouissant, rayonnant, qui a fait tout ce qu'il voulait parce que tout le temps il était vraiment tout seul. On a vu Goretzka qui a donné une leçon à tous les milieux de FC Barcelone. Vraiment, ils ont reçu une claque parce que le mec, il se projetait énormément, demandait le ballon pas simplement dans les pieds, mais souvent dans l'espace, dans le dos des défenseurs du FC Barcelone. On a vu Rakitic qui a été régalant avec sa qualité de passe, l'utile met partout où il veut. Il est exceptionnel aujourd'hui sur son rôle de latéral droit. Il a été particulièrement phénoménal. On a vu un Miller des grands soirs, un Miller des soirées d'humiliation. Souvenez-vous face au Brésil aussi, où il a été particulièrement grandiose. Non, mais on l'a vu régner en maître entre les lignes, où il se plaçait toujours là où il n'y avait pas de pression, là où il pouvait pas être suivi. Et même s'il était suivi, bah, ça laissait un boulevard derrière les défenseurs. Du coup, il a été tout le temps une véritable casse-tête. Il y a eu énormément de densité axiale, beaucoup de concentration de joueurs du Bayern entre les lignes, vraiment en supériorité numérique à ce niveau. Du coup, ils étaient facilement trouvés dans cet endroit du terrain et ils étaient capables de dégainer, de faire la passe qui va tuer, la frappe de balle qui va aller au fond des filets. Sincèrement, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et l'autre chose, c'est qu'ils ont gagné aussi la bataille de la largeur sur les ailes. Quand on voit la compo de départ, il y avait une idée clair qui ressortait des intentions de Kike Setien, c'était vraiment de renforcer les côtés pour annihiler un peu, pour contenir les assauts des joueurs de côté du Bayern avec Sergio Roberto sur le côté droit couplé avec Semedo et Vidal sur le côté gauche couplé avec Jordi Alba. Et comme Kike Setien n'a pas retenu la leçon d'Anfield et du Stadio Olimpico où on avait le même dispositif et pourtant le Barça a coulé, le Barça a sombré. Souvenez-vous face à Valence en Coupe du Roi la saison dernière aussi, on avait le même dispositif et pourtant
ça n'a pas été une garantie contre les assauts adverses. Ça n'a pas apporté le fameux équilibre qu'on recherche et qu'on nous sort tout le temps. Tous les buts, ils sont passés sur les ailes et particulièrement sur le côté de Semedo. Sincèrement, Alphonso Davies, Gnabry et Coutinho sur la deuxième période, ils se sont régalés. Sergi Roberto, offensivement, il a été d'un apport médiocre. Il a eu deux situations où on lui demande juste de s'appliquer, de faire une passe qui est bonne, qui est tranchante. Le mec, il est même pas fichu de faire un centre. Et si les ballons ils arrivaient à bon port, il y avait de très grandes chances pour qu'il y ait un mec dans la surface de réparation pour propulser le ballon au fond. C'est lui sur le deuxième but qui perd le ballon un peu inexplicablement. Combien de fois Sergio Roberto il a perdu des ballons dans des zones très dangereuses et derrière il met en péril son équipe. Semedo, catastrophique, cataclysmique. Moi, je cherche les mots pour être un peu plus véhément, un peu plus virulent. Je vais être péjoratif, mais je ne trouve pas des adjectifs péjoratifs. Mais sincèrement, il a été pathétique offensivement. Il a apporté rien du tout. Et sur le défi physique, il a été bouffé, mangé par Lewandowski. Il a eu des protections de balles, mais qui étaient immondes, comme un minot, un U12 qui commençait sa carrière de football et qui ne connaît pas les rudiments de comment on protège son ballon. Tout le temps, il était bousculé par Lewandowski qui récupérait le ballon et ça a occasionné de grosses occasions de but où au début, il a été la serpillière d'Alphonso Davies sur le but de Kimmich. Comment il se fait ridiculiser, comment il se fait humilier. T'es défenseur, t'es latéral, tu dois avoir un minimum de fierté, un minimum de vice, être un peu malicieux. Le mec, il est là, il fait ses mouvements de pattes, il fait ses feintes de corps. Semedo, il n'est même pas fichu de lui rentrer dedans et de faire une faute pour ne pas subir l'affront. Il y a eu un but, je ne me souviens plus lequel, c'était le but de Coutinho, je crois, où il efface la position d'hors-jeu. Ça veut dire que c'est un garçon qui est distrait, mais on veut en faire croire que c'est un garçon qui est très bon défensivement. Mais j'ai vu des tonnes de fois le Barça encaisser des buts et clairement le fautif c'était Semedo parce qu'il était distrait, parce qu'il était mal placé, parce qu'il était mal aligné. Déjà qu'offensivement, bah, il ne t'apporte pas grand chose. Si défensivement, il te fait des boulettes comme ça, c'est que franchement, le mec, il n'a pas le niveau pour jouer dans un club comme le FC Barcelone. Et vraiment, je suis très gentil quand je dis ça. Et ouais, tous les buts ils sont passés sur ce côté-là. C'était un véritable boulevard, une autoroute qui menait directement vers le but. Et Alphonso Davies, Gnabry, Coutinho, ils ont parfaitement séminé et n'ont jamais dévié. Et du coup, ça fait le carnage que ça fait. Et le plus terrible dans cet affront, c'est le manque de personnalité du FC Barcelone. C'est-à-dire que d'un côté, on a vu une équipe de chiens, une équipe de vrais hommes, de guerriers, des hommes de devoir, mais vraiment une meute de loups qui était affamée de ballon. À chaque fois qu'un joueur du FC Barcelone avait le ballon, ils allaient le presser, ils allaient secouer, harceler, et ils voulaient qu'une seule chose, récupérer le ballon et tout de suite se projeter. Alors que de l'autre côté, on a vu une équipe qui a affiché finalement un visage qui est assez similaire à celle qu'elle avait affichée face à Liverpool et face à la Rome, c'est-à-dire une équipe qui est crispée, une équipe qui manque de personnalité, qui manque de caractère, et que dès qu'il y a une intensité monstrueuse, dès que le rapport de force est élevé, dès qu'en face on te met une pression mais qui est colossale, monstrueuse, tu as une équipe qui lève le pied, tu as une équipe qui finalement paraît comme une bande de jeunes garçons de 12-13 ans qui jouent avec leur aînés et qui ne sont pas capables de mettre l'intensité qu'il faut, le rythme qu'il faut, parce qu'ils ont peur un peu de se faire chipoter, de se faire voilà, fracasser, frapper par leurs aînés, et qui
par conséquent, reçoivent une gifle qui est particulièrement mémorable. Non, mais il y avait une manque d'agressivité qui était criante. Sur le premier but, Semedo, il se fait bouger par Lewandowski. Sur le but de Miller, il est tout seul quand il reçoit le ballon. Il est tout seul quand il fait quand il s'appuie sur Lewandowski. Il est tout seul pour conclure. Il y a le but de Lewandowski. Coutinho, sur ses deux buts, il fait ce qu'il veut, il entre dans la surface, il fait ses feintes de frappe, il dépose les gars, les mecs ils sont à terre, fesses à terre, ils ne peuvent que constater les dégâts parce que simplement il manque d'intensité, il manque d'agressivité, il manque d'impact et dans un match comme ça, tu ne peux pas te permettre d'être aussi passif, aussi laxiste, aussi naïf dans le marquage. Et sincèrement, ça se paye casse. Sérieusement, c'est une équipe qui est au bord du gouffre. C'est une équipe qui est vraiment à côté de la plaque depuis 4 ans parce qu'elle ne sait pas où il va, elle ne sait pas où elle met ses pieds, elle ne sait pas sur quel pied danser. Il y a un projet sportif qui est cataclysmique. Aujourd'hui, regardez un peu, je lisais un tweet tout à l'heure. Sur le banc, tu as 2 joueurs qui ont coûté plus de 100 millions d'euros, Griezmann et Dembélé. Et dans l'équipe adverse, tu as un joueur qui t'a coûté 160 millions d'euros. Que tu n'as pas arrivé à refourguer, à vendre pour un peu rentabiliser le prix de son transfert et que finalement tu lui as trouvé une porte de sortie à travers un prêt au Bayern Munich et c'est le même mec qui te remet le couteau dans la plaie et qui t'assène un peu le coup fatal, le coup de grâce, qui te marque 2 buts et qui te fait une passe décisive. C'est particulièrement un symbole mais un vrai symbole de la morosité, de la planification, de la pauvreté, de la planification sportive du FC Barcelone. Il faut des démissions, il faut des changements. Quique Setien doit partir, mais il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas lui le principal responsable. Il a des comptes à rendre, il y a des charges qui pèsent évidemment contre lui. Mais le principal responsable, c'est évidemment Bartomeu et sa bande. Et sincèrement, il est temps qu'il démissionne parce qu'il y a eu 3 humiliations en 3 années. Il ne peut pas rester indemne. S'il est courageux et qu'il aime le club et qu'il est intègre, franchement, il doit démissionner parce qu'il ne doit pas rester indemne au sorti de cette nouvelle humiliation. Allez, de l'autre côté, sincèrement, on va très rapidement rendre un très grand hommage et dire un très grand bravo à Hansi Flick. Franchement, quand il arrive au Bayern, c'était une équipe qui était en perte de vitesse, avec un vestiaire qui était prêt vraiment à imploser. On se souvient des querelles entre Niko Kovacs et Thomas Müller. Mais franchement, depuis qu'il est arrivé, il a revitalisé cette équipe, il a redynamisé, revigoré cette équipe avec un jeu de possession qui est vraiment qualitatif, qui est vertical et très varié. Le Bayern domine son sujet tout le temps, le Bayern marque énormément de buts, le Bayern encaisse pas trop de buts et c'est une équipe qui a vraiment un rouleau compresseur, une foot de guerre qui est imbattable, qui est, allez, on va dire, invincible parce que sur les 29 derniers matchs, il n'y a eu aucune défaite et ça c'est absolument remarquable. Il a redonné confiance à des joueurs qu'il avait un peu perdus, notamment Thomas Müller. C'est devenu un tout autre joueur. 21 passes décisives, si je ne me trompe pas, cette saison. Il est en train de faire une saison de rêve. Manuel Neuer, qui est en totale perte de confiance aussi, il avait beaucoup souffert de la comparaison avec Ter Stegen. Mais quand on regarde le match qu'il fait aujourd'hui et ses précédents matchs, c'est redevenu, on va le dire, le meilleur gardien du monde, ou si vous voulez, l'un des 3 meilleurs gardiens du monde, parce qu'évidemment, il est sensationnel, il est exceptionnel. Boateng, qu'on avait poussé vers la sortie, et maintenant, il fait des matchs incroyables. Très franchement, il est en milieu de terrain
qui est savoureux, qui est exceptionnel, qui domine le ballon, qui a l'emprise sur le jeu. Non, non, mais tout ce qu'il fait, c'est bien et il a une équipe qui est conquérante, qui est consistante, qui fait particulièrement bien les choses. Tout ce qu'elle entreprend, elle le réussit. Vous avez fait une vidéo sur lui. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller la regarder. Mais sincèrement, c'est une bête d'équipe qui est impressionnante, autant avec ballon que sans ballon. Et finalement, cette victoire, elle est parfaitement méritée. Elle était particulièrement prévisible. Allez, on se quitte ouais, comme ça. Continuez à partager, continuez à liker. N'oubliez pas, football plaisir. C'est ici que ça se passe.